PV du 11. Il faut qu'on rajoute, donc il faut que je fasse rajouter une point. Ah merde. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous demanderai de vous asseoir, s'il vous plaît. Bien. Je vais procéder à l'appel des présents. Marie-Madeleine Hug. Présent. Christophe Rambaud. Présent. Francine Feuzor. Présente. Moussa Osturk. Présent. Anne Pasco. Présente. Jamel Malgui. Présent. Michel Brandon. Présente. Atif Khalid. Présent. Marie Razamoeli. Présente. Boubacar Ba est excusé. Il a donné pouvoir à Christophe Rambaud. Daniel Barré. Asma Mana Yamadi. Elle n'est pas arrivée. Fatima Tasso. Présente. Anifé Béram est excusé. Mini Caillou est excusé. Fabienne Henry est excusée. Elle a donné pouvoir à Atif Khalid. Abdoulaye Noura est excusé. Abdoula Oren est excusé. Espérance Patureau. Présente. Jean-Claude Renouf. Alors. Mario Tavares est excusé. Élodie Torres. Présente. Bruno Toine est excusé. Thierry Jolivet. Présent. Alexis Christodoulou. Présent. Eulalie Lama. Présente. Cyril Faure est excusé. Il a donné pouvoir à Michel Perrier. Michel Perrier. Présent. Patrick Gage. Présent. Virginie Durand. Présent. Farah Loiseau. Présent. Cassim Balaban est excusé. Donné pouvoir à Thierry Jolivet. Claire Prieux est excusée. Donné pouvoir à Eulalie Lama. Donc nous allons désigner le secrétaire de séance. Qu'est-ce qu'on a eu ? Élodie. Allez. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Donc avant d'aborder l'ordre du jour, je vous demande l'autorisation de rajouter un point 16 bis. C'est des nouveaux tarifs pour les repas à domicile. Puisqu'on a changé de prestataire, il faut absolument qu'on délibère pour pouvoir assurer la continuité du service public. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc rajouté, merci. Nous devons adopter le PV de la séance du 11 mars 2025. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Donc, est-ce que je vous propose de l'adopter? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Et donc, le PV est donc adopté. Délibération numéro 1. Ça concerne la demande de subvention à l'État pour l'indemnisation des dommages liés aux violences urbaines de juin 2023. J'espère que ce sera la dernière. C'est compliqué avec les assurances. Parce que l'État vient en complément des assurances, et encore pas sur tout. Donc il fallait que nous ayons le montant exact au centime près de l'indemnité d'assurance pour que l'État délibère lui-même, enfin que l'État prenne sa décision. Donc je vous rappelle que par délibération numéro 2 en date du 21 novembre 2023, le Conseil municipal a approuvé le principe de la demande d'une subvention auprès de l'État en vue de la réparation des dégâts et de la reconstruction des bâtiments publics détruits ou démolis à la suite des violences urbaines de juin 2023, selon un plan de financement prévisionnel. Ce plan prévisionnel doit être aujourd'hui aménagé afin de prendre en compte la prise en charge définitive des sinistres par l'assurance sur la base des conclusions de l'expertise, etc. Donc, il vous est proposé un nouveau tableau avec le montant des dépenses et des recettes, et notamment donc des remboursements de l'assurance.
Cette délibération remplace donc la délibération numéro 2 du 21 novembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je signale l'arrivée de Asma. Bonjour. Asma est là. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose d'adopter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Elle est donc adoptée. Merci. Délibération numéro 2, c'est une adhésion à la centrale d'achat Canut, C-A-N-U-T. La mutualisation des achats constitue un levier important au regard de l'efficacité économique de la commande publique qui amène de plus en plus à recourir aux centrales d'achat. Compte tenu du poste budgétaire significatif, il est dans l'intérêt de la collectivité de rechercher les moyens d'optimiser les coûts tout en garantissant la fiabilité du matériel acquis, la qualité des services et les prestations réalisées. De ce fait, et dans le cadre du renouvellement du segment de la téléphonie, il est proposé d'adhérer à la centrale d'achat du numérique et des télécoms, Canut, donc sur le segment téléphonie, hors lot mobilité. Il convient de porter à la connaissance du conseil municipal que la Canut est un acheteur sous forme de pouvoir adjudicateur au sens des dispositions de l'article L1211-1 du Code de la commande publique, ayant pour objet d'exercer une activité de centrale d'achat au sens de l'article L2113-2 du Code de la commande publique, et tout texte subséquent le complétant ou s'y substituant. La Canut n'existe pas d'exclusivité lors de l'utilisation de ces marchés et permet de résilier la souscription à un marché à tout moment. L'adhésion à la Canut est gratuite, seul le coût annuel d'utilisation des marchés est facturé par l'association selon un barème de tarif en vigueur. Donc sur le premier accord cadre, moins de 500 salariés, nous serions à 360 €. Si je comprends bien, c'est marqué. L'adhésion de la centrale d'achat du numérique permettra à la collectivité de bénéficier des tarifs préférentiels, de conditions contractuelles avantageuses et d'une meilleure gestion des achats dans le domaine numérique. À titre d'exemple, on vous donne l'exemple de ce que ça nous coûterait, ce que ça coûte aujourd'hui et ce que ça nous coûtera avec la Canut. Il est proposé donc sur ces bases d'approuver l'adhésion à la centrale d'achat du numérique et des télécoms, Canut, de prendre acte qu'en application de l'article 10 des statuts, le représentant légal en exercice ou tout autre dont l'habilitation aura été notifiée par écrit au siège de l'Assemblée générale de la Canut est désigné à ce titre un ou plusieurs lieux pour le représenter. Et d'autoriser le maire à signer les documents nécessaires et d'autoriser le maire ou son représentant à réaliser l'ensemble du processus. Donc pour siéger, c'est moi, obligatoirement. C'est monsieur le maire. Hein? Non, mais je vous propose le maire, c'est plus simple. Voilà, puisque c'est moi l'ordonnateur en même temps. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions sur l'adhésion à la Canut? Oui. Bonsoir. Comme nous avons déjà beaucoup de centrales d'achat, enfin nous souscriptions à plusieurs centrales d'achat, est-ce que ce qu'ils proposent, on ne l'a pas déjà dans la myriade de centrales d'achat qu'on a avec la région centre, l'Aglo et je ne sais quelle autre, voilà. Et puis les centrales d'achat, le problème c'est qu'ils nous proposent, c'est le miroir aux alouettes dans beaucoup de cas, donc il faut faire attention. Très bien. Non, il n'y a pas d'autres centrales d'achat. On pense à Aprolis ou autres qui font ça. Voilà. Alors, par contre, il n'y a pas que la Canut sur ce segment-là. Hein. Il y a le RESA, il y en a d'autres. Mais on n'est pas adhérent. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose donc de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 3. Vote de subvention attribuée au budget du CCAS pour l'exercice 2025. Donc le CCAS, le conseil d'administration du CCAS, il y a quelques jours, a voté son projet de budget qui s'équilibre avec des participations de la ville à hauteur suivante. Donc pour le foyer du Clos, 36 880 €. Pour le CEMURPA, 3 436 €, ce qui fait 40 316 €. C'est la participation de la ville au budget du CCAS, qui se divise en 3 budgets, enfin ce qu'on appelle le CCAS, les actions du CCAS, le foyer logement, la résidence autonomie du Clos et la résidence Louise Michel pour ce qu'il en reste. Voilà.
Alors, vous savez que dans le temps, nous votions une délibération plus importante, je tiens à le dire, puisque ça avait été posé il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, puisque la loi nous faisait obligation d'émettre un titre de recette auprès du CCAS pour le personnel mis à disposition par la commune, puisque le CCAS n'a pas de personnel en propre, c'est du personnel mis à disposition par la commune. Et donc, la loi nous faisait obligation d'émettre un titre de recette auprès du CCAS pour le personnel mis à disposition, et en contrepartie, puisque le CCAS n'a pas de revenus propres, nous versions une subvention qui était du même montant que le montant des dépenses de personnel mis à disposition du CCAS. Ça faisait 180 000 €, hein, un truc comme ça. Et auquel on rajoutait les déficits ou pas que pouvait générer et le CCAS dans ses actions traditionnelles, ou la gestion du CEMURPA, ou la gestion de Duclos. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que la gestion courante qui génère les sommes que j'ai mentionnées là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose de voter donc cette subvention d'équilibre pour le CCAS. Alors c'est une subvention prévisionnelle, évidemment. C'est sur la base du budget prévisionnel adopté par le CCAS il y a quelques jours. En fin d'année, évidemment, si le CCAS dégage des excédents, on pourrait toujours... Parce que des actions... Là, le budget du CCAS, c'est des actions collectives, il y a les colis de Noël, enfin, il y a un certain nombre de choses. C'est évidemment, il y a des dépenses qui ne sont pas... Des actions ou des dépenses qui ne sont pas réalisées. Le budget du CCAS sera revu à l'automne. Et la subvention pourrait être alors ajustée. Bien, donc je vous propose de voter. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 4. Une avance de subvention à C2L Radio. C2L Radio nous demande le versement d'une avance de 23 000 € sur la subvention 2025. Donc je vous propose de voter cette avance sur la subvention 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est donc adopté, merci. Même chose pour le COS au titre de l'année 2025. Il est demandé une subvention de 25 000 €. Bon, la subvention globale du COS aujourd'hui, elle se monte à pas loin de 90 000 €. Hein. C'est normal, puisqu'on a un ensemble de dépenses de personnel. Alors, ça ne veut rien dire, c'est pas... La subvention du COS, elle est assise sur la masse salariale. Mais l'ensemble des dépenses de personnel, c'est 13 millions d'euros maintenant. Bien. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 6, c'est l'acquisition d'une parcelle Z à Saint-Gobain, rue de Solin, propriété de la SCI Solnet. Monsieur Osturk. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre du projet de développement de l'entreprise ProApro sur la zone d'activité Saint-Gobain, la ville s'est engagée à acquérir l'emprise foncière nécessaire à la réalisation d'une voie d'accès ouest au futur site d'activité de l'entreprise. Pour ce faire, des négociations ont été entreprises avec la SCI Solnet, propriétaire aux 12 rue du Solin, afin d'acquérir des reliquats de terrain situés dans l'emprise du giratoire et du futur accès situé à l'intersection entre les rues Gay-Lussac et du Solin. Aussi, la SCI Solnet a accepté de céder à la commune les parcelles cadastrées AX 137 et 138 d'une superficie respective de 167 m² et 31 m² au prix de 15 € le mètre carré. Aussi, compte tenu de ces précisions, je vous propose de valider les termes de cette transaction. Très bien, bon, c'est une régularisation qui aurait dû être faite depuis longtemps, puisque l'emprise de la voie, elle est figée dans le cadastre, enfin dans le plan de Saint-Gobain depuis 20 ans, mais 20 ans, qu'est-ce que je raconte? Le lotissement du Solin, il date de 30 ans, mais bon, on n'avait jamais régularisé avec la SCI Solnet. Qui s'appelle plus, c'est plus Solnet hein, aujourd'hui. Au départ, c'était Solnet, une entreprise de nettoyage locale. Aujourd'hui, ça s'appelle TFN. Non, pas TFN. Bon, bref. Mais c'est anciennement Solnet. Voilà. Bon, c'est là.
à cet endroit-là, je crois pas. Quand Solnet a été construit, on tape dans le tuf, là, directement, puisque ça monte. Bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Un alignement dans la rue des Cités de Saint-Gobain, l'acquisition Thérillon. Monsieur Osturk. Oui, dans le cadre de la requalification de la rue des Cités Saint-Gobain, la commune a souhaité réajuster l'alignement de certaines propriétés afin d'intégrer des portions de terrain privées situées de fait dans le domaine public par retrait de la clôture de façade. Aussi, il a été convenu avec M. Thérillon Arnaud, propriétaire du 31 rue des Cités Saint-Gobain, d'acquérir 9,74 m² issus de la parcelle cadastrée AW 182, moyennant l'euro symbolique. Aussi, compte tenu de ces précisions, je vous propose de valider les termes de cette transaction. C'est suite aux travaux qui ont été réalisés dernièrement sur cette rue. Oui. Travaux de voirie. Pourquoi on fait des travaux de voirie aussi? Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 8. Cession d'un terrain rue Marceau à monsieur et madame Parmentier. Monsieur Osturk. Oui, dans le cadre de l'aménagement d'un logement locatif au 49 rue Marceau, les propriétaires, monsieur et madame Parmentier-Richard, ont sollicité auprès de la commune l'acquisition d'une bande de terrain issue de la propriété communale attenante à la leur afin de créer du stationnement privatif. En effet, la commune est propriétaire d'un terrain non bâti situé en partie le long de la propriété du 49 rue Marceau, ainsi que dans l'emprise d'une cour commune desservant un ensemble de propriétés situées du 45 au 51 bis rue Marceau. Aussi, afin de régulariser cette situation de fait et faciliter les aménagements aux abords du futur logement, la commune souhaite céder à M. et Mme Parmentier-Richard 27 m² de la parcelle cadastrée AW60 au prix de 20 € le mètre carré, soit 540 €, auquel s'ajoute la moitié des frais de géomètre, soit 600 €, l'autre moitié étant à la charge des copropriétés de la cour commune et les frais notariés. Aussi, compte tenu de ces précisions, je vous propose de valider les termes de cette transaction. Très bien, bon, ça c'est vers l'accès au centre aéré, c'est juste en face, enfin un peu avant. C'est une espèce de cour commune qui dessert plusieurs logements, d'ailleurs à l'arrière. Ça risque pas de bloquer? On est déjà dans, en fait, il y a une partie qui est... C'est un délaissé de la voirie? Non, parce que je connais quelqu'un qui l'a été voir tout à l'heure. Je dois dire quelque chose. De Aragon, c'est avant. Oui, non, mais j'ai regardé... En fait, c'est entre la limite théorique du trottoir, enfin... Il y a une cour. Il y a derrière, au milieu, il y a la maison. Derrière, il y a la cour. Il y a une voirie. Ça appartient pas à la commune, hein, donc c'est pas du domaine public communal, mais c'est une voirie en U qui dessert des copropriétés derrière. Et là, on est sur le devant, on est entre la limite théorique qu'est le trottoir et le pied du bâtiment, du pied de la maison. Donc il y a cet espace-là entre le trottoir et la maison qui appartient à la commune. Pour quelle raison, ça, je n'en sais rien. Si on veut élargir la route, et donc, on peut... Non, parce que tout le reste est à l'alignement. Ça ne nous sert vraiment à rien. Voilà. C'est pas comme ça, c'est parce que... Je vous dis que non. Sur cette partie-là, la route, ça ne sert à rien de l'élargir. Sur cette partie-là, ça ne sert à rien. Bon, monsieur Jolivet, on vous répond que ça ne sert à rien d'un point de vue de la voirie routière. Maintenant, si vous en faites ce que vous voulez, qu'est-ce que je ne veux pas... Je ne vais pas faire venir un ingénieur de VRD vous expliquer tout ça. On va pas aller déplacer le conseil municipal pour le constater. Vous avez eu les plans. Sinon, il faudrait avoir la possibilité de la rue Marceau. Mais attendez, comment voulez-vous élargir une rue quand il y a des maisons qui sont construites à l'alignement sur borne? On va pas faire comme à Montargis, à raser tous les immeubles. Ça se faisait dans certains pays, mais ça se fait pas ici. Non, la route, et puis il n'y a jamais eu aucun besoin de cet ordre-là. Là, c'est pour Madame, des stationnements. Madame Durand. Merci. Je suis pas d'accord parce que je connais...
excusez-moi de m'excuser, je connais des propriétaires de cette petite copropriété et ce que je comprends pas pourquoi c'est comme un avantage qui est fait à cette famille, parce que déjà dans ces 5 maisons, il y a déjà 2 garages fermés, en fait, dont un qui est inutilisé, où il y avait une couturière. Les copropriétaires doivent payer la moitié des frais pour céder une partie. Et il y a un usage en fait habituel dans cette copropriété. Il y a très peu de voitures finalement, mais il y a un usage qui est amical et courtois. Donc là, il y a la première maison qui est devant qui va s'octroyer une place pour du locatif, pour mettre des personnes en locatif. Bon, à savoir l'entente qu'il va pouvoir y avoir ensuite après avec une personne déjà qui va imposer des frais parce que donc tous les autres copropriétaires là, ont reçu des lettres qui vont après des injonctions de paiement de leur partie. Déjà, qu'est-ce que ça va faire au niveau de l'entente cordiale entre les habitants? Et de plus, il y a déjà 2 garages fermés à l'achat ou je ne sais pas qui ils sont, mais en tout cas qui ont été conçus à la base de cette place. Et troisièmement, enfin, le point le plus important pour moi, c'est que c'est hyper dangereux à cet endroit-là de rentrer et de sortir. Donc une place de parking à cet endroit-là, et là où vous dites sur le trottoir, sur le devant, c'est pas ça parce qu'on a été voir, c'est pas devant la maison sur le trottoir parce qu'il n'y a pas la place, ça veut dire qu'il n'y aura plus de trottoir. Donc ça me paraît étonnant en fait que cette famille puisse avoir ce terrain communal. Ne peut se faire qu'avec l'accord de la si la copropriété doit payer la moitié des frais, ça ne peut se faire qu'avec l'accord de la copropriété. Ben, en tout cas, ils sont pas tous d'accord. Si la copropriété n'est pas d'accord, ils sont pas tous d'accord. Manifestement. Cette même proposition a été faite aux autres propriétaires. Donc, ces personnes sont d'accord, les autres ne sont pas d'accord. Si la copropriété n'est pas d'accord, ça ne sera pas. Hein, c'est pas compliqué. Hein. Moi, je suis pas, j'ai pas participé aux négociations, hein, mais s'il y a pas de, si la copropriété n'est pas d'accord, ça ne sera pas. Point barre. Ils ont déjà les frais à payer. Hein. Oui, mais ils ont déjà les courriers des frais. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est pas voté, mais ils ont déjà reçu les lettres pour payer leur partie. Je pense que ça pose question. Quand il y a des dépenses de copropriété à gérer, là, il y a un passage qui est en communauté. En fait, c'est une servitude. Il y a un passage qui est en communauté avec l'ensemble des copropriétés, mais c'est une servitude. Mais ce soir, la délibération, c'est pour cette famille, monsieur et madame Parmentier, qui sont d'accord et qui ont accepté de payer des frais pour avoir de l'emplacement, un stationnement privatif. Oui, les autres ne sont pour l'instant pas d'accord et ça reste là et ça ne gêne personne, je comprends pas. C'est des propriétaires qui ont acheté une maison qui était vide, qui ont demandé à la mairie d'avoir 27 mètres carrés pour faire un parking privatif pour leurs futurs locataires, puisque ça va être du locatif. Et il s'avère que ces 27 mètres carrés sont en partie sur le terrain des copropriétaires qui sont aujourd'hui sollicités pour régler des frais de géomètre, etc. Pour eux, pour une décision de la commune qui leur est imposée. Non, pas les autres. Les autres ne paieront pas. Les autres, ils auront toujours un droit de passage et ils ne paieront pas. Voilà, ils perdent un droit de passage. Non, ils ne paieront pas les autres. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne paieront rien. C'est monsieur et madame Parmentier qui paieront. Ils ont reçu la lettre. Non, il y a... Ce terrain n'a pas d'utilité aujourd'hui. Voilà. Non, mais il y a toujours la possibilité de passer pour les autres. Pour les autres, c'est toujours... évidemment, on peut... La vente ne peut pas aboutir à ce qu'on n'accède plus à la copropriété. Enfin, allez voir sur place. C'est un délaissé aujourd'hui qui est en herbe, en calcaire, en herbe, qui ne sert à rien. À la limite, si ça permet de mettre en location un logement en plus, ça peut être une bonne chose. Et c'est un terrain qui sera entretenu. Voilà. Bien, allez. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Allô? Allô, allô? Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? 3. Monsieur Jolivet, vous faites quoi? Contre. Alors, un contre, 3 abstentions. Avec le pouvoir de... Oui, d'accord. Donc, 4 abstentions et 2 contre. Très bien. Merci. Délibération numéro 9. Une convention de servitude avec Enedis dans le Château Blanc et à Vézines. Monsieur
Monsieur Ostur. Alors, dans le cadre du projet de modernisation de la ligne Paris-Clermont-Ferrand impliquant une augmentation de l'alimentation haute tension d'une sous-station SNCF à ce poids, Enedis propose de conventionner avec la commune pour le passage de câbles en souterrain sur des propriétés communales. En effet, il est envisagé la pose de canalisations souterraines sur le secteur Kennedy-Châteaublanc et Vésines sur les parcelles suivantes. BC 373-500 et 499, cheminement piétonnier d'accès depuis la rue Saint-Just jusqu'à l'aire de jeu rue Pierney. À AD 107 et 92/AN 462, rue Duguay-Aubiche, côté base de loisirs, zone en herbé. AY 610 et 568, cheminement piéton dans l'enceinte du foyer du Clos jusqu'à la place de la commune de Paris. L'ensemble de ces ouvrages créant ainsi une servitude de 3 mètres de large sur environ 2010 mètres de long. Aussi, il est proposé de passer une convention de servitude avec Enedis pour le passage de canalisation souterraine sur les parcelles cadastrées BC 373-500, BC 499, AD 107, AD 92, AN 462, AY 610, AY 568, propriété communale, moyennant une indemnité de 20 €. Aussi, compte tenu de ces précisions, je vous propose d'approuver et d'autoriser la signature de convention avec Enedis. Bien, bon. Le renforcement de la... Parce que, de toute façon, toute l'électricité, elle arrive à Villemandeur, au gros poste de transformation de Villemandeur. Enfin, ça s'appelle pas un poste, ça s'appelle la station EDF de Villemandeur. On la voit de la route, hein, de la Libération. Et donc, et ça alimente toute l'agglo. Donc, à chaque fois qu'il y a un renforcement qui doit repartir de la station de Villemandeur, ben, ça repart de Villemandeur et ça revient jusqu'à l'autre bout de l'agglomération. Donc, et comme nous, on est au cœur de l'agglo, voilà. Je pense que, au fur et à mesure que les besoins d'électricité se développeront, alors après, là, c'est pas forcément un besoin supplémentaire. Là, ils refont des vieux réseaux et ils sécurisent aussi des vieux réseaux qui peuvent dater de je sais pas quand, qui alimentent la ligne Clermont. En même temps qu'il y a une enquête publique, hein, vous avez vu, enfin, il y a des travaux de modernisation. Nous, on n'est pas concernés. On a été concernés lorsqu'ils ont refait le ballast de la voie il y a quelques années, où là, c'est des gros travaux qui avaient lieu que la nuit, de 9h à 5h du matin, quelque chose comme ça, de 21h à 5h. Donc là, c'était vraiment un très, très gros chantier. Là, sur Chalette, on est concerné uniquement par la mise aux normes, la modernisation d'armoires électriques. Voilà. Bien, je vous propose donc de m'autoriser à signer cette convention de servitude avec Enedis. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 10. C'est la signature d'une convention de groupement de commandes avec la commune de Panne pour le choix d'un assistant maître d'ouvrage pour le secteur Clos-Bourbon-Chantalou entre Chalette et Panne. Monsieur Osturk. Les communes de Panne et Chalette sur Loing ont souhaité engager une réflexion commune et globale sur un secteur intercommunal d'environ 19 hectares dénommé Clos-Bourbon-Chantalou, situé derrière le collège Paul-Éluard, aujourd'hui non urbanisé. Aussi, il est proposé de lancer une consultation commune pour le choix d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une étude de faisabilité et d'aménagement sur ce site. Pour ce faire, il est nécessaire d'établir une convention de groupement de commandes fixant les modalités techniques et financières entre les deux collectivités. Il est précisé que le coordonnateur du groupement est la commune de Panne et la répartition des coûts financiers sera réalisée au prorata de l'emprise foncière du projet sur chaque commune, à savoir 37% sur la commune de Chalette et 63% sur la commune de Panne. Aussi, compte tenu de ces précisions, je vous demande d'approuver et d'autoriser la signature de la convention avec la commune de Panne. Donc, déjà, il y a, au niveau du plan local de l'urbanisme, il y a ce qu'on appelle une OAP, comment ça s'appelle? Il y a une orientation d'urbanisme, hein, déjà, qui est figée dans le PLUI. Donc là, il s'agit, parce que sur Panne, il y a des projets un peu plus
Il y a l'histoire de la gendarmerie, je crois c'était en lien avec la construction de la gendarmerie ou avec d'autres projets similaires. Donc l'idée, c'est d'aller sur des études préopérationnelles pour savoir comment on peut aménager ces grands espaces. Voilà. Donc, 2 conventions. Cette convention pour l'étude, et l'autre, ça sera sur une étude faune-flore. Est-ce qu'il y a des questions? Dans cette zone, il y a une zone humide, d'ailleurs on en parle dans l'article d'après, et ça serait un excellent endroit pour y faire de l'agriculture, notamment pour l'alimentation de nos cantines. Ça serait un excellent endroit pour que l'on pourrait utiliser, en respectant aussi les cycles de biodiversité qu'il y a dans le coin, qui sont importants. Notamment, il y avait des tritons et des salamandres dans les années 70. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai trouvé plutôt des décharges, malheureusement. Et c'est dommage. Il me semble qu'une partie, nous en sommes propriétaires. Nous avons acheté, il me semble, il y a 2 ans, une partie de ces terrains sur la commune. Les terrains qu'on a achetés sur la commune, ils ne seront pas dans l'étude d'urbanisme. Mais la mare dont vous parlez, en fait, c'est un bassin d'orage qui a été... C'est un ouvrage hydraulique géré par l'agglomération dans le cadre de la gestion des eaux pluviales. Puisque les eaux pluviales... La mare dont vous parlez, elle est derrière le stade Maillet. Géré, je ne sais pas si on peut appeler ça géré. Attendez, monsieur, vous me dites non, mais si vous ne me laissez pas parler, moi, ce que je peux vous dire très clairement, c'est que ce bassin d'orage qui est derrière le stade Maillet, c'est un ouvrage hydraulique, technique, on va dire, depuis très longtemps, qui fait... il passe le long, le fossé passe le long de chez Espérance. Bon, donc, entre la rue et le bassin, c'est un fossé. Avant, ce sont des tuyaux. Et on collecte toute une partie des eaux pluviales de tout le secteur de la pontonnerie, des lotissements Chopin-Cholet. Et ça arrive là parce qu'il n'y a pas d'autres exutoires possibles. Donc voilà, cette mare est un ouvrage aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a de l'eau quand il y a de l'eau, mais des fois il n'y a plus d'eau. Quand il y a de l'eau, c'est une mare. Quand il n'y a pas d'eau, c'est un trou. C'est un ouvrage hydraulique aujourd'hui. Voilà. Parfois, il n'est pas en eau. Voilà. Donc je ne sais pas où que sont devenus les tritons, mais quand il n'y a pas d'eau, il n'y a plus beaucoup de tritons. Donc voilà, non, mais bien entendu, attendez, on en est là, justement, si on lance une étude, Monsieur Jolivet, c'est justement pour étudier, alors là c'est l'étude d'aménagement, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on construit, où est-ce qu'on fait des routes, où est-ce qu'on fait des espaces verts, où est-ce qu'on fait des équipements publics, ça c'est l'étude d'urbanisme. Et après, compte tenu de la surface, la loi nous oblige à faire des études d'impact au niveau environnemental, notamment la loi sur l'eau, l'étude biodiversité 4 saisons, etc. Donc, toutes ces études-là sont destinées à mettre en évidence toutes les contraintes qui pèsent sur le site pour respecter d'abord la vie des habitants qui sont déjà sur place et puis la vie des fleurs et de la faune et de la flore. Hein. Donc, 2 délibérations. La première sur l'étude d'aménagement qu'on va mener avec PAN. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci, c'est adopté. Et donc la deuxième étude, c'est une étude contenue, il y a 19 hectares, c'est très important. Il est donc proposé de faire une étude de... Oui. Donc les communes de Panne et Chalette-sur-Loing ont souhaité engager une réflexion commune et globale sur un secteur intercommunal d'environ 19 hectares dénommé Clos Bourbon-Chantalou, situé derrière le collège Paul-et-Loire, aujourd'hui non urbanisé. Une étude d'aménagement va donc être engagée par les 2 communes avec l'accompagnement d'un bureau d'études via la passation d'une convention de groupement de commandes. Parallèlement, compte tenu de la superficie du terrain d'études sur les 2 communes, il est nécessaire d'engager la réalisation d'une étude faune-flore 4 saisons permettant d'enrichir et d'orienter les scénarios d'aménagement à venir sur le site. Pour ce faire, il est nécessaire d'établir une convention de groupement de commandes fixant les modalités techniques et financières entre les 2 collectivités pour la conduite de l'étude faune-flore par un bureau d'études spécialisé. Il est précisé que le coordonnateur du groupement est la commune de Panne et la répartition des coûts financiers sera réalisée au prorata de l'emprise foncière du projet sur chaque commune, à savoir 37% sur la commune de Chalette et 63% sur la commune de Panne.
Aussi, compte tenu de ces précisions, je vous propose d'approuver et d'autoriser la signature de la convention avec la commune de Pannes. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 12. Modalité de mise à disposition des minibus aux associations chaletoises. Annule et remplace la délibération du 27 juin 2024. Monsieur Khalid. Merci, Monsieur le maire. Pour mémoire, donc, la commune octroie des prêts de minibus aux associations pour les soutenir dans leurs déplacements associatifs, lors de tournois, de matchs, de compétitions. Ces prêts sont réservés aux associations chaletoises à titre gratuit. Restent uniquement à leur charge les frais de carburant, péage et parking. Pour traiter ces demandes, un formulaire a été mis en place. Les associations transmettent l'imprimé au service relations publiques 15 jours minimum avant la réservation, accompagné d'une attestation d'assurance, responsabilité civile et du permis de conduire des conducteurs déclarés dans l'imprimé, conducteurs ayant au moins plus de 3 ans de permis. Les destinations demandées sont régulièrement situées en dehors du département, ce qui génère donc un nombre conséquent de kilométrages effectués. Par exemple, Strasbourg, la Belgique, l'Espagne, Toulouse, Marseille. Les 6 minibus de la ville donc, sont des véhicules vieillissants. 4 minibus acquis en 2010 et 2 minibus acquis en 2011. Et leur kilométrage actuel dépasse les 150 000 km. Par délibération numéro 17 du 27 juin 2024, les modalités de mise à disposition des minibus aux associations chaletoises ont fait l'objet d'une délimitation des déplacements au département du Loiret et ou à la région parisienne, soit une distance totale aller-retour de 700 km. Après réflexion, il est demandé de limiter les déplacements seulement à 700 km aller-retour sans restriction géographique. Cette nouvelle procédure s'appliquera à partir du 1er mai 2025. Voilà. Très bien. Bon, oui, nos minibus vieillissent, bon, on a déjà parlé ici plusieurs fois, il faut qu'on prenne une décision. L'idée, moi, que je vous proposerai sans doute dans les mois qui viennent, c'est qu'on les remette en état, enfin, on va mettre en état, on fait une révision générale sur les éléments de sécurité et qu'on a 6 minibus, qu'on puisse en vendre 3 aux clubs, aux associations sportives qui sont aujourd'hui les plus demandeuses. Voilà, et puis notre métier, nous ne sommes pas loueurs notre métier, c'est pas de louer du matériel ou des véhicules roulants. On prend quand même, chaque fois qu'une association utilise un minibus, la responsabilité de la commune est engagée. Ça nous demande beaucoup de temps parce qu'il faut qu'on... Moi, je demande régulièrement au service d'être vigilant sur les éléments de sécurité de nos minibus, les freins, les phares, enfin tout. Parce que quand on part dans le sud de la France ou en Belgique ou je sais pas où, voilà, donc, et puis un pneu, voilà, pour peu qu'on ait oublié de faire la pression d'un pneu, vous voyez, sur l'autoroute, etc. Donc on prend beaucoup de responsabilités. Moi, je préfère que les clubs gèrent les minibus eux-mêmes, sous la responsabilité du club et du président, après une remise en état, et y compris pour les services municipaux. Vous savez, quand les enfants partent des services municipaux très loin, si on loue, je préfère louer, pour les déplacements dans l'agglo jusqu'à Orléans, ça pose pas de problème. Mais dès qu'on fait des grandes distances, est-ce qu'on est sûr au jour où le service municipal ou l'association prend le minibus, qu'il a bien été entièrement révisé, vérifié, etc. Donc moi je préfère qu'avec les clubs comme avec les services municipaux, pour les petites vacances, pour les grandes vacances qui génèrent, ça génère le plus des d'activités de déplacement hors département, qu'on loue du matériel. Ça nous coûtera peut-être un peu plus cher, mais on sera sûr que le matériel sera en état, sous la responsabilité, en tout cas la responsabilité du loueur, qui est son métier, sera là aussi. Voilà. Donc, je pense que pour les besoins des services, il faut qu'on garde 2-3 minibus pour les besoins des services municipaux, les centres de loisirs, le service jeunesse, etc., pour la quotidienneté de l'action. Pour le reste, on les vendrait aux associations. Et pour les besoins exceptionnels liés aux activités du service, on louerait des minibus, ponctuellement. Voilà. Bon, je dépasse, c'est pas de ça dont on dépasse ce soir. Là, ce soir, c'est qu'on avait un problème pour les prêts des minibus à 350 km, en ayant limité au département et à la région parisienne. Oui, monsieur Gage. Oui, je me bats avec les fils. Merci, monsieur le maire. Juste une question.
Pour ces bus qu'on fournit donc à des... Qu'est-ce qui se passe si les enfants sont bloqués à 350 km d'ici parce que le minibus est en panne? Est-ce qu'on oblige ces associations à prendre une sorte d'assistance rapatriement dans ce cas-là? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est jamais arrivé. Ah mais ça peut arriver. Depuis 2010. Je crois que la ville a elle-même une assurance. On a une assurance sur nos véhicules à moteur, on a une assurance assistance comme tout le monde peut en avoir. Puis peut-être c'est déjà arrivé, hein, je m'en souviens plus. Monsieur Christophe. C'est jamais arrivé comme dit M. Maire, mais c'est jamais arrivé comme dit M. Maire, mais dans le cas où ça arriverait, c'est vrai, c'est le rapatriement, c'est par le biais de l'assurance de la ville sur ces véhicules qui sont pour l'instant le bien de la ville. Au pire, on envoie un minibus, hein, s'il y en a un disponible. Hein. Mais bon. Et pour préciser par rapport à la délibération modifiée, c'est la demande aussi de quelques associations qui vont en compétition parfois très loin. C'est ouvrir beaucoup plus le champ des possibilités de compétition. 700 km aller-retour, hein, vous avez tous vu la carte de France, ça permet d'aller dans 9 régions. Et on peut aller en Belgique, hein, on peut aller à Lille, on peut aller en Normandie, on peut aller à Clermont. Si. 350 aller-retour par 2, ça fait 700 km. Il n'y a plus l'histoire de région centre, région parisienne. Vous avez 700 km aller-retour au départ de Chalette, donc vous pouvez aller faire une compétition à... Oui, et quoi? Bon, bah écoutez, vous prendrez un compas, moi je sais pas, et puis vous verrez bien. On peut aller à Rennes, on peut aller à Évreux, on peut pas aller à Brest, ni à Marseille, ça c'est sûr, ni à Bordeaux. Il y a 9 régions qui peuvent être atteintes. Voilà. Pas de souci. Et on a regardé avec les associations, parce que les associations sont très heureuses justement du fait qu'ils vont pouvoir bénéficier beaucoup plus de la possibilité. Voilà. Alors qu'avant, la délibération est un peu restrictive. Non, c'était limité à la région parisienne, à la région centre. Voilà, c'était 700 km. Nous avions une double condition. Nous avions une condition de distance, 350 km aller, 350 km retour, ce qui faisait 700 km maximum en tout, et avec une contrainte de territoire. Nous avions délimité le territoire au département du Loiret ou de la région centre. Les deux, Loiret et région parisienne. Mais on ne pouvait pas aller à Nantes, par exemple. C'était un peu ballot. Bien. Je vous propose donc de voter cette délibération. Oui. Juste une petite chose. Donc on va vendre ces autobus aux associations, ce qui pourrait être très bien. Mais de l'autre côté, est-ce que l'on envisagerait d'acheter un bus pour ceux qui ont des problèmes de mobilité réduite? Est-ce que ça serait un jour envisageable? Parce que il y a des associations pour des actions sportives notamment. Ça serait bien que l'on ait à disposition. Et vous parlez pour une association? Pour des associations. De toute façon, dans le parc de minibus, là, si on en vend 3, pour l'instant, il y a des candidats pour acquérir 3 minibus. Bon, il va rester 3, les 3 qui vont rester dans le parc de la ville, ils vont continuer à être associations. Non, je parle, c'est pas ça que je dis. Est-ce que on envisagerait dans le futur d'en acheter un qui soit adapté à la mobilité réduite? Un bus adapté, oui, équipé, oui, c'est ça. C'est donc voilà, ça sera une chose. Vu qu'on va faire des Jeux paralympiques notamment pour pouvoir leur permettre justement de se déplacer. Voilà. C'est une suggestion. On a voté. Non, pas voté. Je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adapté. Merci. Délibération numéro 13. Modalité financière de la mise à disposition des locaux et des bureaux à la maison aux associations chalettoises. Année les remplace la délibération du 19 décembre 2024. Monsieur Khalid. Donc la ville a souhaité par délibération du 30 juin 2023 et du 21 novembre 2023 solliciter auprès des associations chalettoises hébergées sans contrepartie financière une participation financière pour l'occupation des locaux ou des bureaux associatifs qu'elles disposent à ce jour. Une prise en charge des frais inhérents au bon fonctionnement du bâtiment, électricité, eau, chauffage, assurance, en fait mention mais sans précision du montant à payer. Afin de faciliter la gestion des bureaux et des locaux mis à disposition des associations, il est proposé d'adopter un principe général pour appliquer les loyers et les charges inhérentes au bon fonctionnement des bâtiments comme suit.
Donc ça va être beaucoup de chiffres, mais bon. Alors, pour les bureaux associatifs, pour les bureaux de 20 à 25 mètres carrés, une redevance annuelle de 500 € et un forfait annuel de 150 €. Pour les bureaux de 25 à 35 mètres carrés, une redevance annuelle de 500 € et un forfait annuel de 230 €. Pour les bureaux de 36 à 45 mètres carrés, une redevance annuelle de 500 € et un forfait annuel de 300 €. Pour les bureaux numéros 22 et 23 de 40 mètres carrés au total, occupés par la même association, une redevance mensuelle de 150 € et un forfait annuel de 300 €. Pour les bureaux partagés à la maison des associations, en fonction de la superficie des bureaux que je vous ai cités, la redevance annuelle et les forfaits annuels seront divisés par 2. Pour les bâtiments extérieurs à la maison des associations, les bâtiments 4 et 5, qui font un total de 456 mètres carrés, une redevance mensuelle de 500 € et un forfait annuel de 3 420 €. Pour le bâtiment 5, qui fait 179 mètres carrés, une redevance annuelle de 500 € et un forfait annuel de 1 340 €. Pour le bâtiment 5, local de 196 mètres carrés, une redevance annuelle de 500 € et un forfait annuel de 1 470 €. Pour les bâtiments extérieurs sur la commune, la salle Guy Mouquet de 298 mètres carrés, une redevance mensuelle de 300 € et un forfait annuel de 3 600 €. Pour le local 11 rue des Écoles de 397 mètres carrés, une redevance mensuelle de 500 € et un forfait annuel de 880 €. Ça permettra de clarifier les tarifs. Très bien, s'il y a des questions. Bon, il n'y a rien de très nouveau. On a juste clarifié en fonction de la surface des bureaux. Oui, monsieur Christodoulou. Chers collègues, lors du vote de la première délibération concernant la fin de la gratuité de la mise à disposition des locaux aux associations en juin 2023, le groupe des élus insoumis s'était abstenu. Nous nous abstiendrons de nouveau car pour nous ce dispositif n'est pas clair du tout. Et surtout parce qu'il y a quelque chose de paradoxal à louer la richesse de la vie associative, à mobiliser les associations et leurs bénévoles pour de nombreuses initiatives municipales et à leur exiger un paiement de l'occupation de la maison des associations, qui est par définition un espace fait pour elles. Sur ce, nous aurions des questions permettant d'éclaircir certains points. Premièrement, en juin 2023, Monsieur le maire, vous aviez laissé entendre qu'une hausse de la subvention municipale accordée aux associations occupant des bureaux allait compenser cette charge supplémentaire, mais que cela n'était pas automatique. Nous aimerions savoir sur quels critères cette augmentation est décidée, puisqu'elle n'est pas automatique. Combien d'associations à ce jour ont bénéficié de cette compensation ? Quid des associations qui ne demandent pas de subvention municipale et qui donc supportent l'intégralité de la charge, ce qui est à nos yeux un traitement inéquitable. Enfin, combien d'associations ont décidé de quitter la maison des associations à la suite du vote de la délibération en juin 2023 ? Je vous remercie par avance pour vos réponses. Alors, je peux commencer par la dernière, je dirais aucune. Voilà. Et après, cette délibération, elle a pour but de rendre lisible, visible, l'aide apportée par la commune aux associations. Aujourd'hui, cette aide, cette mise à disposition gratuite d'un local, du chauffage, de l'électricité, du nettoyage, des services rendus par le personnel de la maison des associations tous les jours à toutes les associations présentes, sont invisibles. C'est noyé dans le budget de la commune. Et ça représente des sommes importantes. Donc le premier objectif de cette délibération, c'est de rendre visible pour les chalétois, qui payent leurs impôts ici, l'aide apportée par la commune aux associations. Ça permet d'avoir un lien avec les associations. Cette convention annuelle, renouvelable annuellement, oblige les associations à venir nous rendre et nous oblige à leur demander des comptes. Les associations, jusqu'à présent, on le faisait ou pas, c'est-à-dire que les associations qui nous envoyaient leur compte rendu d'activité annuel, voilà, donc ça nous oblige à avoir une rencontre annuelle avec les associations où elles nous donnent leur attestation d'assurance du local, elles leur donnent le PV de la dernière assemblée générale,
le rapport financier, le rapport d'activité, ce qui nous permet d'entretenir une relation plus claire avec l'association et d'avoir des explications sur la réalité de leur activité au service des Chalétois. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une association qui vivait sur elle-même et qui n'avait aucune activité, qui ne participait pas aux fêtes de Chalette, qu'on ne voyait jamais dans l'espace public municipal. Voilà. Et la contrepartie de ça, c'est qu'effectivement, nous avons dit aux associations qui n'ont pas les moyens de payer cette redevance, de faire une demande de subvention, tout simplement. Et la demande de subvention, elle sera étudiée au regard de critères simples. Est-ce que l'association a des revenus ou pas, des rentrées financières? Est-ce qu'elle agit dans un domaine d'intérêt général lié à des activités, notamment de citoyenneté, de participation, etc. Ou est-ce que c'est une association de loisirs pure et dure, où ce sont des adultes qui s'adonnent à une activité de loisirs au sein d'un local municipal, voilà, sans forcément participer d'ailleurs aux activités de la ville. J'en ai voilà, une en tête. Donc voilà, la commission communale qui siégera statuera sur la base de ces critères-là. Et même par rapport à la transparence et la lisibilité, on met des locaux très importants à disposition, par exemple des Restos du Cœur. C'est très important, hein, les locaux. Il n'y a pas de subvention. Les Restos du Cœur, jusqu'à présent, ne donnaient pas de subvention. Mais comme c'était une mise à disposition gratuite, est-ce que les Chalétois avaient connaissance que la ville, depuis 20 ans, met à disposition, bien sûr qu'ils le savent puisque c'est public, mais est-ce qu'ils se rendent compte de l'effort financier que ça représente pour la ville, de la mise à disposition de tels locaux à une association qui est nationale finalement? Voilà, il y avait un critère aussi, est-ce que c'est une association locale? Quel est son statut social, son objet social? Est-ce que c'est une association départementale? Est-ce que c'est une association nationale? Bref, et on hébergeait des associations qui ne demandaient pas de subvention, donc elles n'apparaissaient pas sur les radars, puisqu'on ne versait pas de subvention. Ça va permettre de rendre visible, vraiment, l'aide et lisible, l'aide qu'on apporte ainsi aux associations. Il y a des associations, je pense au MEL, la présidente m'a dit, enfin, je ne sais plus si elle est toujours présidente, mais elle m'a dit, écoutez, nous on a des excédents, on ne demandera pas de subvention. Bon. Point barre. Moi, je ne vais pas aller lui dire, bah si, il faut demander une subvention. Voilà, donc les associations feront les demandes de subvention. C'est pour ça qu'aussi on est en retard, parce qu'il a fallu réétudier tout ça. Ne pensez pas qu'on a lancé l'idée que ça serait aussi lourd à mettre en place, parce qu'il a fallu... Vous voyez bien, aujourd'hui, c'est un ajustement, parce qu'il y a des associations qui sont venues nous voir en disant, mais moi, j'ai 20 mètres carrés, je paye autant que celui qui a 40 mètres carrés. Alors, une fois, deux fois, donc on a remis l'ouvrage sur le métier, et la délibération elle vise à affiner un peu tout ça entre eux par rapport aux surfaces occupées. Je dirais en tout cas que ce soit la redevance d'occupation ou que ce soit la participation aux frais qu'on demande, vous voyez bien qu'on est très loin du marché. Hein, c'est symbolique, parce que demander 150 € pour le nettoyage, le chauffage, l'électricité, l'eau et le bénéfice de tous les services, c'est 150 € par an. Voilà, c'est fait même pas 14. Donc voilà, il n'y a aucune association qui je leur dis, il y a des associations sur le principe, c'est un peu ce que vous dites, qui nous ont dit, moi, sur le principe, on est contre. On a discuté une fois, deux fois, on leur a expliqué que d'abord, voilà le principe général que j'ai expliqué. Et puis si on le fait pour une, on le fait pour toutes. Sinon là, pour le coup, c'est pas compréhensible. Ah, donc après, voilà. D'où les discussions après sur les mètres carrés, sur les machins. Donc là, on arrive. Ça fait 1 an qu'on est dessus. Ça nous occupe beaucoup pour essayer d'arriver à quelque chose qui soit équitable, si ce n'est juste. Voilà. Je salue aussi le travail des services. Comme l'a rappelé M. le maire, c'est très lourd. Suivre les dossiers, il faut rappeler des associations qui parfois oublient de monter un dossier, ça allonge les délais, mais aucune association n'est laissée sur le côté et oubliée dans ce process par les services. Je remercie encore une fois. Oui, monsieur Gage. Monsieur le maire, oui. Compte tenu de la réponse que vous venez d'apporter, j'ai quand même une question.
Si je me souviens bien, ce système est mis en place initialement parce que l'État demande à ce que finalement les subventions en nature, auprès de locaux, nettoyage, etc., deviennent transparentes. Oui, bien sûr. Donc on part bien de là, Oui. de cette demande de l'État de transparence qui paraît tout à fait justifiée, pas avoir des choses cachées. Mais du coup, comme vous venez de dire que le montant qu'on va facturer ne correspond pas du tout à la réalité des prestations fournies, on ne serait pas du tout dans cette exigence de transparence, puisqu'on ne serait pas sur les bons montants. De toute façon, M. Guedj, là, on est dans un processus évolutif. Moi, les prochains élus, les prochains conseils municipaux, ils feront ce qu'ils veulent. Mais on a engagé une démarche de lisibilité et de cohérence et d'équité. Maintenant, la question, c'est que si on met le loyer au prix du marché à 1 000 euros, 1 000 euros pour le loyer, pour la redevance, et 500 euros ou plus pour le chauffage et l'électricité, parce qu'on l'a fait aussi après la crise de 2022. Il faudra qu'on verse des subventions à concurrence de ces sommes-là, parce qu'on va pas empêcher les entreprises, les associations de vivre et d'exister. Donc, bon, on a mis en place ça c'est un début de lisibilité et de transparence. On peut aller aussi loin qu'on veut, mais de toute façon, il faudra quand même que quelqu'un paye à l'arrivée. Donc il y a des associations qui ont... 90% des associations, elles n'ont pas les moyens de payer. Et puis même celles qui ont les moyens de payer, des associations de solidarité, des associations caritatives, des associations sportives, des associations tout ce que vous voulez, si elles mettent l'argent là-dedans, elles ne le mettront pas ailleurs. Bon, c'est pas non plus le but du jeu. Je rejoins ce que disait M. Christodoulou. Le but, c'est pas d'empêcher les associations de fonctionner. Le but, c'est un souci de transparence. Voilà, point. Et qu'on rende visible auprès des habitants et du milieu associatif de l'effort que fait la commune pour leur mettre à disposition tous ces locaux. Voilà. Maintenant, il n'y a rien de plus. Si je peux me permettre, Monsieur Guedj, si on faisait ça pour la piscine, ça serait 20 euros l'entrée. Voilà. Mais c'est pas ça, il y a une demande de l'État de transparence. Mélangeons pas tout. On parle pas de ça, on parle pas de ça. Non mais, Monsieur Jolivet, vous avez le truc de tout mélanger tout le temps. Là, on parle pas d'un service public et d'une redevance qu'on fait payer à un usager. Mais si on devait faire payer le repas de la restauration scolaire, on ferait payer 10 euros. Bon, 12. Si on devait faire payer le prix de la journée à la crèche, on serait à 300 euros. Je dis n'importe quoi, mais si on devait faire payer le prix du centre de loisirs, on ferait payer 80 euros. J'en sais rien. Donc le but, il y a une différence. Donc c'est le service. L'impôt local comme l'impôt national, il sert aussi à assurer l'universalité d'un service public, c'est-à-dire tout le monde y a accès de la même façon aux mêmes tarifs, aux quotients familiaux près, dans un sens de justice sociale. Mais si on devait faire... Et l'impôt, il sert à ça. L'impôt public, l'impôt, il sert à ça au niveau national comme local. Il sert à financer des services publics utiles pour les habitants, qui assurent une égalité d'accès à des services publics et qui assurent la cohésion sociale sur un territoire. Voilà, on va pas réinventer on va pas refaire le monde ce soir. Enfin, si, je confirme ce que vous dites. Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause le fait qu'une collectivité publique comme nous puissions faire des tarifs sociaux pour la cantine, pour d'autres choses, etc. Et ce n'est pas ça le sujet. C'est un sujet de transparence. C'est-à-dire que l'État nous demande qu'au lieu de fournir des prestations en nature, des locaux de nettoyage, etc., ça apparaisse dans les comptes. Au final, l'association, elle paye rien de plus, ni de moins. Si vous voulez, elle paye rien, elle paiera toujours rien, puisque c'est à la fois facturé, ce que l'État demande, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, au bon prix, qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et ensuite, il y a une subvention qui vient équilibrer ça. L'association ne paye pas. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on fasse, par exemple, des repas pour les enfants à tarifs sociaux. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça rend lisible, tout simplement. Lorsque nous mettions à disposition des associations de personnes âgées, des locaux, un à Louise Michel, un à Duclos, c'était invisible, l'aide qu'on apportait aux associations de retraités. Aujourd'hui, on leur facture le local, on leur verse un loyer qui compense. Mais au moins, on rend visible, lorsqu'on vote les subventions, on rend visible l'aide apportée à toutes les associations, y compris celles qui, jusqu'à présent, ne demandaient jamais de subvention.
Et au moins, on voit qu'elles existent. Ça nous oblige, en plus, comme je le disais tout à l'heure, à avoir une relation avec eux où chaque année, on fait le point sur le fonctionnement des associations et elles rendent compte de son activité. Et l'intérêt que la ville et les chalettos y retrouvent là-dedans, évidemment. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce qu'il y a donc des oppositions à cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, ça en fait 4 là chez vous, et vous, ça en fait 3. 7 abstentions. Merci, c'est donc adopté. Délibération numéro 14. Création d'un comité de bénévoles pour participer aux manifestations communales. Monsieur Khalid. Donc, le bénévole est celui qui, en sa seule qualité de particulier, apporte une contribution effective à un service public dans un but d'intérêt général, soit concurremment avec des agents publics, soit sous leur direction. Concurremment, pardon. Concurremment, oui. Concurremment, c'est quoi le problème? Dans le cadre du festival, donc Musique au loin, prévu les 13 et 14 juin, à la base de loisirs, il est proposé de créer un comité de bénévoles pour contribuer au bon fonctionnement de la fête, qui attire de nombreux chalettois et des personnes hors de la commune, en y apportant une aide aux services municipaux et aux associations. Ces bénévoles seront encadrés par les services municipaux présents sur la fête et pourront ainsi apporter une aide aux missions suivantes. Renfort au service des repas destinés au personnel communal travaillant sur la fête sous la responsabilité de la cuisine centrale, gestion du stationnement ouvert au public avec l'encadrement de la police municipale et aide aux associations pour l'installation de leurs stands. Aussi, cette délibération fera l'office de cadrage pour toute autre manifestation communale à venir. De plus, il est rappelé que le recours au bénévolat nécessite la signature d'une convention. Cette convention, signée par chaque bénévole, et la commune définira les modalités suivantes: les missions proposées, la réglementation mise en vigueur, le respect des consignes données, l'assurance responsabilité civile du bénévole, la durée et les cas de résiliation. Merci. Très bien, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Monsieur Gage. Oui, merci, Monsieur le maire. Je vois qu'il est question en partie d'avoir des bénévoles qui vont concourir aux élections de la police municipale. Stationnement. Oui, dans le cadre du stationnement, d'accord, mais ils vont concourir à l'élection de la police municipale. Et donc, je voudrais juste vous alerter sur un point, c'est d'être particulièrement vigilant sur ce qui va être fait là, et en vous rappelant l'affaire tristement célèbre pour notre pays, l'affaire Benalla. Très bien. Dans toute manifestation, les bénévoles, ils aident au parking des grandes manifestations. Ça a toujours existé. Bien, allons-y. On va. Vous savez, il y a des milliers, il y a des dizaines, pardon, de festivals, d'activités qui existent en France, qui n'existeraient pas sans les bénévoles. Ça n'existerait pas. Vous prenez tous les grands festivals populaires, on va dire, il n'y aurait pas de bénévoles, le festival n'existerait pas. Bon. Monsieur Christophe Deloux. Nous nous opposerons à cette délibération. Pour nous, c'est un détournement de l'esprit du bénévolat, parce que les missions qui seront réalisées par les bénévoles étaient auparavant réalisées par le personnel municipal, lui permettant de bénéficier notamment d'un supplément de rémunération, ce qui était très important surtout pour les bas salaires. Ce qu'on nous propose de voter aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que du travail gratuit de personnes qui vont remplir des missions qui devraient être exercées par des agents publics. Bon. Moi, je pense que tout ce qui est excessif et sans importance, c'est absolument pas l'esprit. On ne fait qu'encadrer une réalité, c'est-à-dire le travail des bénévoles dans l'espace public communal, et notamment dans les petites communes, ça a toujours existé, dans les kermesses, dans les fêtes de village, dans les festivals de village et de ville. Et la jurisprudence, depuis 100 ans, elle est très claire sur ce que l'on appelle les collaborateurs occasionnels de l'administration. C'est leur statut dans la jurisprudence qui est très vieille. Ça a toujours existé. Voilà, sauf que ce n'était pas encadré. Aujourd'hui, c'est encadré.
Et deuxièmement, ça nous permet d'avoir aussi un œil sur les bénévoles. Enfin, il y a quand même, lorsqu'on mène des actions en direction des enfants, etc., ça permet quand même d'avoir un œil et de savoir qui collabore, parce que sinon ils le font spontanément, c'est ce qui se faisait. Je vais vous donner un coup de main, voilà. Et au moins ça permet de... Et ça n'empêche pas qu'à côté des bénévoles qui interviennent avec la commune, il y a tous les bénévoles qui sont dans tous les stands des associations qui sont présents à la fête de Chalette ou aux fêtes comme ça. Et le personnel, ça ne réduit absolument pas le personnel. Je peux vous dire que vous pourrez comparer avec les bénévoles, avant les bénévoles et sans les bénévoles, il y a le même personnel communal qui travaille les jours de fête, enfin qui travaille les jours d'avant, et le jour de la fête et le jour d'après, pour tout ranger. Donc ça ne change rien, je l'ai dit, Monsieur Christodoulou, c'est populiste et démagogique. Voilà. Oui, je voulais comme rappeler la Noble Assemblée, un exemple quand même que tout le monde se souvient, ou pas. En juin 2023, on a accueilli à Chalette un très gros événement. Je vous laisse, je ne vais pas le jeu des devinettes, mais Trophée de France BMX, dont toute la France parle encore. Hein. Vous alliez à Bordeaux, à Marseille, à Lille, tout le monde en parle encore de l'accueil qu'il y a eu ce jour-là sur notre site, bien sûr, notre site unique de la base de loisirs étendue avec la piste de BMX, pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est super bien passé? On a eu la même chose, on a fait un appel au comité de bénévoles. Il y a eu plus de 100 bénévoles, plus de 100 personnes qui se sont inscrites à ce moment-là, des Challettois et d'autres personnes de d'autres communes qui sont inscrites pour aider à l'organisation d'un tel événement, parce que s'il n'y avait pas eu ces 100 personnes-là, je pense que ce qui s'est passé aurait peut-être eu quelques difficultés. Donc aujourd'hui, ce qui vous est proposé, c'est exactement la même chose. Et il faut se réjouir, bien au contraire, qu'on ait eu toutes ces personnes qui ont donné un coup de main au BMX, puis qui demain seront peut-être prêtes à donner un coup de main au festival, et après-demain pour une autre manifestation d'envergure. Et moi, ça me désole un petit peu. Hein. Et si on va expliquer à tous ces bénévoles-là ce que des élus du conseil municipal pensent, je pense qu'ils ne vont pas revenir de sitôt. Voilà. Bien, bon écoutez, on parle pas de la même chose, c'est pour ça. Voilà. Si je peux me permettre, personnellement j'ai été bénévole, oui. Et je déplore qu'il y ait eu aussi peu d'élus qui aient été bénévoles. Quoi. Voilà, non mais je déplore, hein, et ça serait bien que tous les élus soient présents quand il y a besoin de faire. Voilà, comme bénévole, en tant que bénévole. Hein, vous parlez, mais les élus de Chalette, au repas des retraités, les élus de Chalette servent le repas. Non, les élus sont présents tout le temps et partout. Oui. Même quand vous n'êtes pas là, monsieur Jolivet. Bien. Allez, donc la création d'un comité des bénévoles qui s'oppose. 3. Qui s'abstient? C'est donc adopté à la majorité. Merci. Délibération numéro 13. Ça concerne le centre municipal de santé, la mise en place de prestations dentaires à viser. 15. J'ai dit quoi? Ouais, je sais pas pourquoi. C'est la 15. Donc, je vous rappelle que le cabinet dentaire du centre municipal de santé est formé à la réalisation de prestations esthétiques. L'article, je vais peut-être, vous voulez que je vous lise tout ça? L'article L6323 du Code de la santé publique introduit l'obligation pour les centres de santé de réaliser à titre principal des prestations remboursables par l'assurance maladie. Toutefois, il est possible de proposer de nouvelles prestations au sein du cabinet dentaire aux patients du CMS et hors patientèle, dites de confort et esthétique, dont prise en charge par la Sécu. Les prestations remboursables par la Sécurité sociale seront toujours majoritaires et prioritaires face aux prestations à visée esthétique, qui resteront ainsi accessoires et minoritaires afin de respecter les obligations des centres de santé. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver la possibilité de réaliser les prestations suivantes. Aligneur dentaire pour un coût de 2 000 à 4 000 euros. Il faut compter un plafond de 4 000 euros. Pose de plusieurs gouttières sur 3 ans par exemple. Le coût pour le patient peut être moindre selon la correction apportée. Blanchiment dentaire ambulatoire. Gouttière à poser la nuit avec le produit destiné au blanchiment. 200 euros la gouttière. Bon, c'est des prestations supplémentaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 16, le projet d'établissement de la crèche Casanova, Madame Sceaux. Je vous remercie, Monsieur le maire. Pour donner suite à la demande de la CAF et conformément à la réglementation,
les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L214.1.1 du Code de l'action sociale et des familles. Le projet d'établissement de la crèche Daniel Casanova comprend les éléments suivants. Un projet d'accueil qui présente les prestations d'accueil proposées par la structure, précisant les durées et les rythmes d'accueil. Il détaille les dispositions prises par l'accueil d'enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Il détermine les méthodes de travail dont les bases sont communes à tout le personnel et que chacun des membres de l'équipe doit s'approprier. Il a pour objectif de présenter aux familles et aux partenaires les grands axes éducatifs, les modalités de travail ou de réflexion que l'équipe met en œuvre pour proposer aux enfants un accueil de qualité. Un projet éducatif en lien avec les dispositifs politiques de la ville, il assure le bien-être de chaque enfant en favorisant et en accompagnant son épanouissement, son respect et son individualité au sein de la structure. Il favorise l'égalité et la lutte contre l'exclusion et toutes les formes de discrimination. Un projet social de développement durable qui précise les modalités d'intégration de l'établissement dans son environnement social et vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Il intègre les modalités de participation des familles à la vie de la structure et les actions de soutien à la parentalité proposées. Des questions, des commentaires, je ne sais pas. Bah, vous avez le projet, oui, il fait un certain nombre de pages. C'est une obligation de façon légale avec la CAF. Comme tout ce qu'elle finance, c'est logique et normal. Est-ce qu'il y a s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 16 bis. Tarif des repas livrés à domicile, Madame Brandon. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de la commande publique à compter du 1er avril 2025, le fournisseur des repas pour le service de portage à domicile est la société Convivio. Les bénéficiaires de ce service ont la possibilité de choisir entre 3 formules et en plus de choisir entre 2 menus, ainsi que dans les formules régime, sans sel ou sans sucre. Alors, on propose une formule à 5 composants, donc un potage, un hors d'œuvre, un plat, un légume vert, un féculent, un fromage ou un produit laitier et un fruit de saison ou un dessert. La formule 4 composants, un potage, un plat, un légume vert ou un féculent accompagnant un fromage, un produit laitier, un fruit de saison ou un dessert. La formule à 3 composants comprenant un potage, un hors d'œuvre, un plat, un légume vert et un féculent d'accompagnement. Les tarifs doivent être réévalués à la hausse car la dernière tarification date de 2016. Nous proposons donc les tarifs suivants. Le repas, la formule 5 composants à 8,10 €. La formule à 4 composants à 7,50 €. La formule 3 composants, 6,30 €. Ce qui représente une augmentation d'1,20 € avec un engagement d'un minimum de 4 jours de repas commandés par semaine. Concernant les bénéficiaires hors chalétois, bien qu'il était convenu de réserver ce service du portage de repas au domicile de chalétois, il reste 4 personnes hors commune bénéficiant de ce service depuis de nombreuses années. Pour cela, les bénéficiaires, l'augmentation proposée est de 2 €, ce qui fait les 5 composants à 11,90 €, les 4 composants à 10,10 € et les 3 composants à 9,10 €. Je vous propose donc d'adopter ces nouveaux tarifs qui rentreront en vigueur le 1er mai 2025. Vous avez des questions? Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Qu'est-ce qui sonne? Il y a des oppositions, des abstentions. C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 17. Présentation du rapport social unique. Madame Heug, ça ne donne pas lieu à un vote. Hein. C'est juste une information. Vous avez eu tous les tableaux dans votre tablette. Oui. Ah, pardon.
la suite de la parution de la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique, le rapport social unique se substitue au bilan social bisannuel. Les administrations doivent élaborer chaque année ce rapport rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public. Le rapport social unique est établi autour de 10 thématiques: l'emploi, le recrutement, les parcours professionnels, la formation, les rémunérations, la santé et la sécurité au travail, l'organisation du travail et l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, l'action sociale et la protection sociale, le dialogue social et la discipline. Comme le bilan social, le RESU permet d'apprécier la caractéristique des emplois et la situation des agents. Il permet également de comparer la situation des hommes et des femmes et de suivre l'évolution de cette situation. Enfin, le RESU permet d'apprécier la mise en œuvre des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations et l'insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Il constitue ainsi l'outil de référence pour renforcer la lisibilité de l'emploi public territorial. Voilà, c'est une information. Vous avez eu tous les tableaux dans la tablette. Vous avez, voilà, le nombre de femmes, les... Il y a des interventions. Oui, monsieur Christodoulou. Oui, merci Monsieur le maire. J'aimerais soulever certains points. Premièrement, concernant les signalements, on voit qu'une partie du personnel a souffert d'un certain nombre d'actes de violence, menaces et actes d'intimidation émanant des usagers, 23 signalements pour 1000 agents pour les menaces et actes d'intimidation ayant entraîné un arrêt de travail, 137,9 signalements pour 1000 agents sans arrêt de travail. Harcèlement moral émanant du personnel, 11,5 signalements avec arrêt de travail pour 1000 agents. Quel dispositif la municipalité a-t-elle mis en œuvre pour faire cesser cette double violence, à la fois émanant des usagers et le harcèlement moral émanant d'autres membres du personnel? Donc quel dispositif pour protéger les agents? Deuxièmement, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes est très important. Les femmes de la catégorie C touchent 18,3% de moins de rémunération que les hommes, 15,3% pour la catégorie B et 47,2% pour la catégorie A. C'est énorme, alors même qu'au niveau national, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes pour la fonction publique territoriale n'est que de 7,9%. Donc comment expliquez-vous cette forte inégalité de genre à Chalette? Enfin, dernière question, on constate aussi que le personnel contractuel de la catégorie A perçoit en moyenne environ 45% de plus de rémunération que le personnel fonctionnaire de la même catégorie. Comment expliquer là aussi ce décalage? Merci. Si vous pouvez, oui, sur le nombre d'accidents au niveau des services techniques, si vous pouviez donner des précisions. Accidents du travail, il y en a beaucoup. Oui, écoutez, la rémunération des fonctionnaires, c'est pas le maire qui le décide, c'est l'État. Rémunération de base, régime indemnitaire. Bien. Donc, à travail égal, il y a le salaire égal. Il n'y a aucune... Voilà. Hommes et femmes sont payés de la même façon. Après, il y a des différences qui peuvent apparaître sur le régime indemnitaire, puisque, historiquement, les agents techniques des services techniques ont un meilleur régime indemnitaire que les agents techniques de la restauration ou des agents de service dans les écoles. Voilà, ça c'est une donnée historique. Après, il y a la question du cadre d'emploi et des qualifications, de l'ancienneté et des qualifications. Alors c'est vrai qu'on a sur certains emplois des fonctionnaires vieillissants, plus de 45 ans, plus de 50 ans. Donc ils sont... le principe de la fonction publique, c'est le déroulement de carrière pour votre rémunération de base. Vous ne pouvez pas gagner en début de carrière
à 25 ans ce que vous gagnerez en fin de carrière à 60. Donc s'il y a une échelle de salaire très déséquilibrée, avec forcément, lorsqu'un agent public part à la retraite, qu'il est remplacé par un jeune, le nouveau gagne beaucoup moins cher, gagne beaucoup moins, forcément, puisque c'est le principe du déroulement de carrière. Voilà, mais il n'y a pas de... En tout cas, si ces disparités existent, elles ne sont absolument pas liées à une volonté communale, c'est lié à la réalité des agents, de leur âge, de leur qualification, de leur statut, de leur cadre d'emploi. On a aussi des contractuels qui nous sont imposés par la loi, qui sont rémunérés de façon évidemment relative plus importante, si on pense aux médecins du centre de santé, par exemple, et aux dentistes, etc. Donc ça, forcément, eux, ils faussent la moyenne arithmétique par leur cadre, par leur statut. Voilà, et puis sur les conditions de travail, sur la bien-être au travail, nous avons aujourd'hui une personne à 80%, ça s'appelle, je ne sais jamais le nom, hein, le chargé de prévention. Nous avons un agent de prévention à 80% et nous avons embauché un deuxième agent de prévention qui est à 50%. Il y a très peu de communes qui ont deux agents de prévention qui font ça toute la journée, toute l'année, sans aucune restriction de la part de l'employeur sur leur modalité d'intervention. C'est-à-dire que, et les agents le savent, l'agent de prévention, il est installé à l'hôtel de ville, il peut recevoir, et il reçoit des agents quotidiennement, sans aucune restriction, évidemment, s'ils ont été autorisés à quitter leur travail par leur chef de service, mais il reçoit des agents sans aucune restriction, et il peut se rendre dans n'importe quel service à toute heure, sans aucune restriction. Donc voilà, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les collectivités. Donc on a donc ces deux agents de prévention. On a évidemment la médecine du travail, on a tout un tas de dispositifs. Et dernièrement, nous avons adopté le guide des violences au travail, deux guides, un en direction en interne pour le personnel, un en externe par rapport au public. C'est vrai qu'on a des services d'accueil qui accueillent des fois des publics, c'est parfois compliqué. Mais le but n'est pas de barricader non plus le service public derrière ces comptoirs, parce que il n'y aurait plus de service public de proximité. Donc on a ces deux guides. On a essayé aussi mais ça c'était lié au Covid, quasiment tous les personnes qu'on reçoit, on les reçoit sur rendez-vous. Alors les outils de prise de rendez-vous le permettent aussi, mais nous recevons beaucoup de gens sur rendez-vous, ce qui permet à la fois de lisser les files d'attente. On a pu, comme c'était une époque, des dizaines de personnes dans le hall d'accueil, on lisse les files d'attente comme ça, et ça améliore la qualité de l'accueil des usagers avec la prise de rendez-vous. Voilà que je peux répondre moi sur... après, nous ne sommes pas ici dans un îlot de bonheur, hein. Les conditions de travail, on essaye de... Nous veillons à tout ce qui est ergonomie. Nous avons tout la formation spécialisée du CST travaille là-dessus au quotidien sur l'ergonomie au travail, sur les équipements de protection individuelle, bref, tout ce qui s'impose, ce qui est tout à fait normal au jour d'aujourd'hui. Voilà, après, il y a des exigences d'exécution et de parfaite exécution du service public, voilà, et qui impose une certaine discipline au travail, en tout cas, si on peut dire le terme. Hein. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais... Oui. Donc, en fait, une des raisons pour lesquelles les hommes gagnent un peu plus, c'est qu'ils ont beaucoup d'astreintes. Enfin, ils peuvent se permettre de faire des astreintes, alors que les femmes ont beaucoup plus de difficultés à les faire. Et malheureusement encore, les femmes ont les responsabilités des enfants plus que les hommes. C'est un fait, c'est malheureusement encore un fait de société dans laquelle on est. Et il n'y a pas aussi pour les enfants, il n'y a pas forcément des services qui leur permettent et puis quand elles accouchent, ben ce temps-là, elles le perdent
malheureusement, il n'y a pas de compensation qui se font dans leur rétribution. Elles sont quand même au minimum. Elles n'ont pas tout ce qu'il y a en plus. Donc c'est quand même aussi un fait social, malheureusement, qui existe encore. Oui. Très bien. Après, on a beaucoup de jeunes aussi dans les centres de loisirs aussi. C'est ça qui fait la disparité, parce qu'on a beaucoup aussi de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui ne sont pas à temps complet. C'est ce qui fait aussi la différence des salaires. Parce qu'on a beaucoup de jeunesse sur tout ce qui est accueil et tout. On a une centaine d'agents. En scolaire, périscolaire et restauration. C'est un gros pôle. Il n'y a pas que des salaires à temps complet, et puis il y a beaucoup de jeunes qui commencent, comme a expliqué Monsieur le maire, dans la vie active. Bon, évidemment, ils n'ont pas le même salaire qu'une personne qui a 55 ans, forcément. Très bien. Donc je vous propose de prendre acte de cette communication. Délibération numéro 18. Service technique, création d'emplois non permanents et autorisation de recrutement. Madame Hug. L'article L 332-23-2 du Code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois. Compte tenu des besoins en nettoyage de la base de loisirs et de ses abords dus à la forte fréquentation en haute saison, il est proposé de créer 4 postes d'agents de propreté urbaine à raison de 32 heures hebdomadaires au sein des services techniques. La rémunération de ces emplois s'effectuera par référence à la grille indiciaire afférente au grade d'adjoint technique territorial et variera selon les fonctions, diplômes et l'expérience professionnelle des candidats retenus. Donc c'est comme l'an dernier, c'est des agents, c'est des étudiants, donc ils seront par groupe de 2, il y a 2 qui travailleront 4 jours, les 4 premiers jours de la semaine, et 2 qui travailleront 4 autres jours, et le lundi, ils seront tous les 4 sur la base de loisirs, puisqu'il y aura beaucoup de travail le lundi. Voilà, mais c'est donc comme l'an dernier, des saisonniers et des étudiants qui sont bien contents de prendre ce poste. Malgré l'ingratitude du travail, je le souligne, parce que quand on voit le travail ingrat qu'ils font autour de la base, ça mérite d'être salué. Bien, je propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 19, création d'un emploi permanent de directeur chargé d'accompagnement managérial des pôles et autorisation de recrutement contractuel. Madame Hug. D'accord. Alors, je ne vais pas vous lire le début puisque c'est encore la même chose. Dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux et du renforcement nécessaire de compétences d'encadrement des directeurs et responsables de services, la ville de Chalette-sur-Loing souhaite créer un emploi permanent d'attaché territorial à temps complet pour exercer les fonctions de directeur chargé d'accompagnement managérial des pôles. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative du cadre d'emploi d'attaché au grade d'attaché. Au regard de la spécificité de l'emploi, de l'expertise et des compétences attendues, et si le recrutement d'un fonctionnaire s'avère infructueux, l'emploi pourrait être occupé par un agent contractuel relevant de la catégorie A, conformément à l'article L 332-8-2 du Code général de la fonction publique, qui permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par le Code général de la fonction publique, de recruter un contractuel sur tout emploi permanent. L'agent contractuel sera alors recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 3 ans et au maximum pour une durée initiale de 3 ans renouvelable. Le recrutement de l'agent contractuel sera prononcé à l'issue d'une procédure prévue par les décrets numéro 2019-1414 du 19 décembre 2019 et numéro 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Ce contrat sera renouvelable par reconduction express en respectant la procédure de recrutement mentionnée ci-dessous. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. À l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l'agent sera reconduit pour une durée indéterminée. Ce sera donc un contrat de droit public. Ce n'est pas un nouvel emploi, c'est un emploi qui est déjà occupé. C'est simplement qu'on fait un contrat de 3 ans renouvelable
puisque nous avons fait des recrutements qui sont avérés infructueux. Nous n'avons pas eu de candidature titulaire, nous avons eu que des agents qui n'étaient pas de la fonction publique, donc c'est pour ça que ce contrat est créé. Voilà, parce que je le répète, c'est très difficile de trouver des titulaires dans ce grade, dans ces grades et dans ces fonctions. Mais ce n'est pas un nouvel emploi, l'agent est déjà là depuis un certain nombre de temps. Voilà. Pérenniser l'emploi. C'est pour juste pérenniser l'emploi et au bout de 6 ans, ce sera... Quel poste, s'il vous plaît? Comment? C'est quel poste, en fait? C'est un emploi permanent d'attaché territorial. C'est qui le poste, en fait? C'est quel poste? C'est un poste de direction qui manage. C'est pour manager tous les directeurs de pôle. Et donc, qui a ce poste? C'est monsieur Julien qui a ce poste. D'accord, DGS en fait. Ok. Parce que nous, on n'est pas nominatif dans les postes. Bon, monsieur Julien est d'accord pour... Ça n'a pas encore été remis? C'est-à-dire qu'il avait... C'est pour y faire un contrat pérenne aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas y faire un contrat tous les ans. Il va être publié. Voilà. Mais il va pas. Voilà. Il n'a pas été encore publié, on est bien d'accord. Il n'y a pas encore de gens qui ont postulé. Non, Parce que de toute façon, nous devons, comme l'indique l'article, comme l'indique la délibération, nous devons procéder d'abord à un recrutement titulaire. Mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas. Aujourd'hui, on n'a pas de candidature de titulaire. Bien. Oui. Désolé, monsieur le maire, j'ai pas très bien compris. Dans la délibération suivante, le poste de DGS est supprimé. Donc ce poste-ci remplace en fait le poste de DGS, c'est bien ça? Non, il n'est pas supprimé. Parce que c'est les missions, en fait les missions qu'on nous liste ici sont des missions similaires à celles de DGS. Disant, quand on nous dit qu'on va manager les pôles, je pense que le DGS c'est à peu près ça. Donc est-ce que c'est bien ça ou pas? Il n'est pas supprimé le poste de DGS. C'est marqué dans le tableau que vous avez envoyé. Le tableau, il n'a pas été supprimé. Il est supprimé, il y a marqué DGS. Non, mais il est supprimé sur un grade. Il est supprimé sur un grade de directeur territorial. Parce que le dernier DGS titulaire que nous avions était sur un grade de directeur territorial. Mais on peut être DGS sur un simple grade d'attaché territorial. C'est que le dernier était directeur territorial. Et ce ne sera plus le cas. Oui, c'est pour ça qu'il y a souvent des variations. C'est-à-dire, un agent qui est promu, il passe de première classe à deuxième classe. On crée le poste de deuxième classe, mais on supprime la première classe. Et un directeur territorial, le poste de DGS sur directeur territorial, il n'est pas prévu de recruter sur ce poste un directeur territorial. On va recruter un attaché territorial. Vous voyez ? Nous sommes, puisque on est dans les règles d'association publique, nous sommes obligés de procéder au renouvellement de ce poste. Voilà. Donc c'est une façon de le pérenniser pour 3 ans au lieu de le renouveler tous les ans. Vous voyez ce que je veux dire? 3 ans renouvelable et puis après ça. On n'a pas le choix. Tant qu'on n'a pas de titulaire, on n'a pas le chois. Personne postule. Il n'est pas encore mis en ligne. Non, mais à chaque fois qu'on a fait des appels, à chaque fois, parce que justement... Bien. Oui, madame. Par rapport aux titulaires, qu'est-ce qui est fait en fait au niveau du personnel pour inciter les agents à passer les concours et à rentrer justement être titulaires et pour réduire ce taux d'usage au CD, au contrat et au contrat tous les ans un certain nombre d'agents qui passent les concours de toutes les catégories, notamment B, rédacteur, et A, attaché. Nous avons cette année 3 ou 4 agents qui ont passé le concours d'attaché. Un était aujourd'hui à l'oral, admis à l'oral. Ouais, sur 4. Alors je ne sais pas ce qu'ont donné les oraux d'aujourd'hui, parce que je ne pense pas qu'on n'a pas le résultat le jour même, je ne pense pas. Donc voilà, 4 sur la filière attachée. On forme de nombreux BPGEPS. Alors ça s'appelle plus forcément comme ça, mais c'est aussi donc alors c'est des diplômes qualifiants. Ça donne pas le concours de la fonction publique, hein, mais au moins ça leur permet par ce diplôme bac qui est équivalent en bac plus, je sais plus, BPGEPS. Ouais. Bref, voilà, ça leur permet à des gens qui n'auraient pas les diplômes correspondants d'accéder à des concours de la fonction publique comme ça, par ces formations qualifiantes. Et au niveau rédacteur, comme au niveau dans la filière animation, ils sont animateurs. Cadre B, c'est animateur.
ou rédacteur pour la filière administrative. On a régulièrement des gens qui passent des diplômes. Et on propose aussi régulièrement à la promotion interne des agents au centre de gestion. On en a encore proposé là plusieurs dans la catégorie A et B. Mais là, c'est le centre de gestion qui décide sur des quotas. Et après, les concours, c'est très difficile. Hein, parce qu'il y a tellement de... Voilà. Ceux qui en passent le savent. Donc, ce poste, donc, nous sommes sur la délibération 19. Je vous propose donc de voter la création de cet emploi avec pour 3 ans. Voilà, je cherchais. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc ça fait 3. C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 20. C'est la mise à jour du tableau des effectifs. Alors là, on fait un toilettage en supprimant les postes tels qu'ils sont annexés, parce que le conseil municipal peut créer autant d'emplois qu'il veut, dans la limite de ses budgets. Donc pour la suppression des postes, il faut respecter une procédure. C'est le conseil municipal qui les supprime, mais après avis du CST. Alors que les créations de postes se font sans l'avis du CST. La suppression des postes se fait avec l'avis du CST. C'est la seule condition supplémentaire. Donc vous avez la liste des postes supprimés. Voilà, parce qu'on pense qu'on ne va pas les pourvoir dans les 2 ans qui viennent. Voilà. Et puis, de toute façon, tous les mois, enfin, pas tous les conseils, mais régulièrement, on crée des postes. Hein, vous l'avez vu encore. Alors, on ne crée pas forcément des postes nouveaux, mais on adapte des postes. On crée des postes nouveaux ou on ajuste des postes existants sur la quotité, temps complet, temps incomplet, sur le grade exact, etc. Est-ce qu'il y a des questions sur ce tableau des effectifs? Sinon, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté, merci. Délibération numéro 21, création de 2 emplois de PEC. Madame Hug. Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi, formation, accompagnement, un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l'employeur que par le service public de l'emploi, avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Ce type de contrat est aidé par l'État à raison de 30% du SMIC brut par heure travaillée pour une durée de 20 heures hebdomadaires, voire 35% pour les demandeurs d'emploi résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Aussi, les heures effectuées au-delà n'ouvrent pas droit à une aide. Les personnes sont recrutées dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges appliquées au contrat d'accompagnement dans l'emploi. Dans ce cadre, il est proposé de créer les postes suivants. Un agent d'entretien des salles et restauration scolaire à raison de 20 heures hebdomadaires, un agent de propreté urbaine à temps complet. Ce contrat d'une durée initiale de 6 mois pourra être renouvelé 6 mois sous réserve du renouvellement préalable des conventions passées entre l'employeur et France Travail. Voilà. Donc il y a un emploi qui est pour la propreté urbaine, c'est pour remplacer un agent qui ne souhaitait pas renouveler son contrat, qui avait 60 ans. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? De voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Compte rendu de la délégation d'attribution du maire, vous avez la liste des décisions prises et des décisions dans le cadre des décisions classiques, je dirais, et décisions liées au marché public. S'il y en a. Je sais même plus. Il y a des questions? Donc je vous demande de prendre acte de ces décisions. Je vous propose donc que nous débattions sur une motion concernant le maintien à 100% de la rémunération des agents de la collectivité placés en arrêt maladie ordinaire. C'est donc Madame Hug.
Vu la loi numéro 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2025-197 du 27 février 2025 relative aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé maladie ordinaire ou en congé maladie, considérant que le décret susvisé vise à établir à 90% le taux de remplacement du traitement pour les périodes d'arrêt maladie ordinaire pour lesquelles le traitement était maintenu intégralement avant l'intervention de ce texte. Considérant que le Conseil commun de la fonction publique, collège employeur des collectivités locales et représentants du personnel confondus, a rejeté ce projet de décret début février 2025, les organisations syndicales pointant une régression majeure et une dégradation des conditions de travail et de vie des agents publics, considérant que de nombreux employeurs territoriaux ont réclamé que les collectivités puissent décider, si elles le souhaitent, de maintenir la rémunération à 100% de leurs agents lorsque ceux-ci sont malades, comme cela se fait dans le privé. Considérant que l'application de cette disposition consistant à établir à 90% le taux de remplacement du traitement pour les périodes de congé maladie ordinaire pour lesquelles le traitement était maintenu intégralement avant l'intervention de ce texte, est particulièrement injuste socialement, notamment pour les personnels de catégorie C. Considérant que cette décision est brutale et qu'elle a été prise sans concertation, considérant que l'application de ce décret jouera en la défaveur de l'attractivité de la fonction publique, déjà malmenée par la mise en place des 1607 heures et l'abrogation de congés supralégaux, considérant enfin que l'application de ce décret voulu par le gouvernement vise à fracturer encore plus une France qui est déjà en souffrance, tant au niveau économique qu'au niveau social, et que l'application de ce décret favorisera au sein des équipes municipales une division entre agents jeunes, agents âgés, agents malades, agents en bonne santé et nuira à la qualité du service rendu à la population. Considérant que de surcroît, que n'ayant pas été anticipé dans les travaux préparatoires à la mise en place des contrats de prévoyance, cette disposition n'a pas été prise en compte par les 10 contrats. Voilà. Donc, on vous demande d'approuver. On demande au gouvernement, au législateur, de permettre à chaque employeur territorial de... Maladie. La parole à qui la veut. Bien. Donc, je vous propose de voter cette délibération en levant la main. Qui s'oppose à la délibération? Qui s'abstient? Qui est pour la délibération? Et voilà, une belle unanimité. Merci à tous. Je vous informe, je pense que je demande au conseil municipal de s'y associer, qu'il y a vendredi 2 mai à 18h30 devant la sous-préfecture un rassemblement contre l'islamophobie. Voilà, suite à l'assassinat à Grand Combe. Hein. Donc voilà, vous êtes évidemment, j'invite la population de Chalette à y participer et aux élus du conseil municipal également. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc prochain conseil municipal, ça sera le 17 juin. Très bien. Bon, eh bien, bonne soirée à toutes et à tous. Je demanderai aux élus du groupe majoritaire de rester pour quelques informations complémentaires.